À bientôt, Miss Sénégal. La seule connerie que je peux lui reprocher, c'est des... Le désert malien, janvier 1986. Le silence du Sahel est brutalement brisé par le vacarme d'un rotor d'hélicoptère luttant contre le vent. Dans l'appareil, un Eurocopter As-3 150 écureuils, 5 passagers prennent place. Parmi eux, un homme de 36 ans au regard vif, reconnu pour son charisme et sa passion du risque, Thierry Sabine, fondateur et directeur du rallye Paris-Dakar. Autour de lui, la chanteure Danielle Balavoine, engagée dans une mission humanitaire, le pilote François-Xavier Bagnoud, la journaliste Nathalie Audan et le technicien Jean-Paul Le Fur. Aucun d'eux n'imagine que ce vol sera leur dernier. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère disparaît dans une tempête de sable. La visibilité est réduite à néant, les rafales frappent l'appareil sans pitié. Lorsque les secours atteignent la zone, il ne reste qu'une carcasse disloquée au pied d'une dune. Les 5 occupants sont morts sur le coup. La France entière se réveille. Le lendemain, avec une nouvelle inconcevable, Thierry Sabine, l'homme du désert, l'inventeur du rallye le plus fou et le plus mythique, a péri dans son propre rêve. La stupeur est immense, car Sabine n'était pas seulement un organisateur. Il incarnait l'esprit d'aventure d'une époque. Depuis 1979, son Paris, Dakar, avait redonné au monde le goût des épopées modernes. Chaque mois de janvier, des centaines de concurrents, amateurs et professionnels, pilotes de moto, d'auto ou de camions, se lançaient à l'assaut des pistes africaines. Le public, en France comme à l'étranger, suivait avec passion ces images spectaculaires, des silhouettes minuscules affrontant les dunes infinies, la mécanique poussée à bout, les corps épuisés, mais portés par un même défi. Et au cœur de cette aventure se trouvait toujours Thierry Sabine. On le voyait partout, sur les bivouacs, micro en main pour galvaniser les concurrents, dans son hélicoptère pour surveiller la course, mais aussi pour secourir ceux qui s'égaraient. Sa phrase fétiche, un défi pour ceux qui partent, un rêve pour ceux qui restent, résumait toute sa vision. Le Dakar, ce n'était pas seulement une compétition, c'était une légende vivante, une épreuve où chacun affrontait ses limites et trouvait une part de vérité. La mort de Sabine, donc, n'est pas celle d'un simple organisateur d'événements. C'est la chute d'un héros contemporain, d'un homme qui avait bâti une épopée moderne sur les sables africains. Pour beaucoup, il était l'âme même du Dakar. Le perdre, c'était comme voir s'effondrer le mythe qu'il avait créé. Le 14 janvier 1986 restera ainsi comme une date maudite, non seulement parce qu'elle emporta Danielle Balavoine, idole de la chanson française, mais aussi parce qu'elle scella le destin de Thierry Sabine. Sa disparition marqua la fin d'un chapitre fondateur, mais elle ouvrit aussi la voie à une légende. Car dès le lendemain, il était clair que son nom resterait gravé dans la mémoire collective, associé à l'idée de liberté, d'audace et de dépassement de soi. Dans cette première partie de notre récit, nous nous arrêtons sur l'instant du drame, ce moment où l'homme et son rêve se sont brisés dans le désert. Mais pour comprendre pourquoi la mort de Sabine a tant bouleversé la France, il faut revenir en arrière, explorer son enfance, ses passions, et voir comment un jeune homme issu de Neuilly-sur-Seine a pu devenir l'incarnation même de l'aventure. Thierry Sabine naît le 13 juin 1949 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille bourgeoise de la région parisienne. Rien ne semble, a priori, destiner ce jeune garçon à devenir l'incarnation de l'aventure et du risque. Mais très tôt, ses proches remarquent chez lui une énergie débordante, une curiosité insatiable et un goût prononcé pour le dépassement de soi. Tandis que d'autres enfants se contentent de jeux tranquilles, Thierry cherche déjà l'intensité, l'adrénaline, le frisson de l'inconnu. Adolescent, il s'essaye à de nombreux sports. L'équitation, tout d'abord, lui donne le sens de l'équilibre et la maîtrise de soi. Puis vient la voile, qui lui apprend à composer avec la nature, à apprivoiser le vent et les éléments. Mais c'est la moto qui devient sa passion la plus forte. Dans les années 1960, alors que la jeunesse française découvre de nouveaux horizons de liberté, Thierry enfourche sa machine comme d'autres prennent un stylo ou un pinceau pour exprimer une identité, une soif d'ailleurs. Ces années de jeunesse sont marquées par un goût constant de la compétition. Il participe à des rallyes locaux, s'inscrit à des épreuves d'endurance, teste ses limites physiques et mécaniques. Déjà, il montre une détermination sans faille. Là où d'autres abandonnent devant les difficultés, lui redouble d'efforts. Son entourage le décrit comme téméraire, parfois même imprudent,
mais toujours animé par une conviction profonde, l'idée que la vie doit être vécue intensément et que rien n'est pire que la monotonie. Ce tempérament le rapproche de cercles sportifs variés. Sabine ne se cantonne pas à une discipline, il touche à tout, explore, expérimente. Chaque activité devient une leçon. De l'équitation, il garde le goût de la stratégie. De la voile, il retient la patience face aux éléments. De la moto, il embrasse la vitesse et la confrontation directe avec le danger. Ces expériences accumulées forgent un profil singulier, celui d'un aventurier moderne en devenir, déjà prêt à repousser les frontières de l'ordinaire. Dans les années 1970, Thierry se fait connaître dans le monde du sport mécanique. Il participe à plusieurs rallyes automobiles et motocyclistes, notamment le rallye Côte d'Ivoire et le rallye Abidjan-Nice, des épreuves redoutables qui traversent l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique devient alors pour lui une terre de fascination. Ses paysages immenses, ses étendues désertiques, ses villages isolés le marquent profondément. Pour Sabine, ce continent est à la fois un terrain de jeu extrême et un espace de vérité. Là, face à la chaleur, au sable, à la fatigue, l'homme se retrouve dépouillé de ses artifices. Un épisode en particulier va sceller son destin. En 1977, lors du rallye Abidjan-Nice, il se perd dans le désert libyen. Pendant plusieurs jours, il erre seul, exposé à la chaleur écrasante, avec très peu de ressources. L'expérience est terrifiante, il frôle la mort. Mais loin de l'éloigner du désert, cette épreuve le transforme. Ce que beaucoup auraient vécu comme un cauchemar devient pour lui une révélation. Le désert n'est pas seulement un danger, c'est aussi une promesse, celle d'une aventure où l'homme peut se mesurer à l'infini. De retour en France, il raconte son expérience à ses proches. Ses yeux brillent quand il évoque les dunes, la solitude, l'épreuve physique et morale. Déjà germe en lui une idée folle. Pourquoi ne pas créer un rallye entièrement centré sur le désert, reliant l'Europe à l'Afrique noire? Un défi hors norme, ouvert aux professionnels comme aux amateurs, où chacun pourrait se confronter à la nature et à lui-même. Ainsi, au cœur des années 1970, Thierry Sabine n'est encore qu'un passionné de sport mécanique parmi d'autres. Mais son enfance curieuse, son adolescence avide d'adrénaline et son expérience initiatique dans le désert font déjà de lui un personnage à part. Dans son esprit, s'esquisse le projet qui le fera entrer dans l'histoire, le Paris-Dakar. L'épisode de 1977, lorsqu'il se perd dans le désert libyen lors du rallye Abidjan-Nice, marque un tournant irréversible dans la vie de Thierry Sabine. Ce qui aurait pu rester une mésaventure dramatique, voire fatale, devient pour lui un moment fondateur. Pendant plusieurs jours, seul face à l'immensité minérale, il affronte la peur, la soif, la désorientation. Beaucoup auraient cédé à la panique. Sabine, lui, transforme l'épreuve en révélation. Il découvre que le désert n'est pas seulement une menace. C'est un espace de vérité absolue où l'homme se mesure à l'infini. De retour en France, il raconte son aventure avec des mots vibrants, presque mystiques. Ses amis sont frappés par la passion qui émane de ses récits. Là où d'autres décriraient la souffrance et la peur, lui parlent de beauté, de grandeur, de transcendance. C'est dans ce regard singulier que germe l'idée qui changera tout. Créer une épreuve sportive traversant le désert, où chacun, amateur ou professionnel, pourrait éprouver ce face-à-face avec l'immensité. Au milieu des années 1970, la France vit une période d'effervescence sportive et culturelle. Les rallyes automobiles connaissent un succès croissant, mais restent cantonnés à l'Europe ou à quelques parcours africains déjà balisés. Sabine veut aller plus loin. Il imagine un itinéraire qui partirait du cœur de l'Europe, Paris, pour descendre vers l'Afrique noire, jusqu'à Dakar, capitale du Sénégal. Un tracé insensé, traversant plusieurs pays, reliant deux continents, franchissant des milliers de kilomètres de pistes, de dunes et de cailloux. Au-delà de la performance mécanique, Sabine pense déjà à l'esprit. Son rallye ne doit pas être réservé à une élite professionnelle. Il veut qu'un étudiant passionné de mécanique, un amateur de moto ou un aventurier du dimanche puisse s'aligner au départ aux côtés de pilotes aguerris. L'important n'est pas seulement de gagner, mais de participer, de tenter l'impossible, de se confronter à soi-même. Il se met alors à convaincre, à recruter, à organiser. Son charisme joue un rôle central. Thierry Sabine n'est pas seulement un rêveur. Il sait entraîner les autres dans son sillage. Ceux qui l'écoutent parler du désert sentent une énergie irrésistible, un feu intérieur. Bientôt,
son projet prend corps. Des sponsors se montrent intéressés, des concurrents potentiels s'inscrivent, la presse commence à relayer cette idée folle d'un rallye Paris-Dakar. En 1978, un prologue est organisé, une sorte de test grandeur nature. Le succès est suffisant pour donner confiance. Et le 26 décembre 1978, la première édition officielle du Paris-Dakar prend le départ de la place du Trocadéro, à Paris. Des dizaines de concurrents se lancent dans l'aventure, entre fascination et appréhension. Personne ne sait vraiment si l'épreuve pourra être menée à bien. Mais tous ressentent qu'ils participent à quelque chose d'unique. Lorsque les premiers véhicules atteignent Dakar en janvier 1979, épuisés mais triomphants, la légende est déjà née. Les journaux titrent sur « l'épopée africaine ». La télévision diffuse des images spectaculaires de motos franchissant des dunes interminables. Le Paris-Dakar vient de s'imposer comme le rallye le plus audacieux du monde. Et derrière ce miracle logistique et humain, un nom revient sans cesse, Thierry Sabine. Ainsi, de sa perte dans le désert libyen, est née une aventure qui marquera des générations. Là où beaucoup auraient vu un cauchemar, Sabine a trouvé une vision. Il a compris que la fragilité de l'homme, face aux éléments, pouvait devenir la plus belle des épreuves collectives, et il a donné forme à ce rêve. Désormais, le Paris-Dakar n'est plus une utopie, mais une réalité. Une course qui incarne à la fois le danger, la liberté et la quête de soi. Le 26 décembre 1978, à Paris, la place du Trocadéro vibre d'une effervescence inhabituelle. Sous un ciel d'hiver gris et froid, des dizaines de véhicules s'alignent au départ d'une course que beaucoup considèrent comme insensée. Motos, voitures, camions, un cortège hétéroclite de passionnés, de professionnels aguerris et d'amateurs audacieux s'apprêtent à se lancer vers l'inconnu. Leur destination, Dakar, capitale du Sénégal, à plus de 10 000 km. Leur guide spirituel est maître d'orchestre, Thierry Sabine. Dès la première édition, le Paris-Dakar captive l'imaginaire collectif. Les images des concurrents traversant les dunes du Sahara font le tour des télévisions. Les récits de galères mécaniques, de nuits glaciales dans le désert, de moments de fraternité autour des bivouacs fascinent le public. En quelques semaines, l'épreuve acquiert une aura unique. Plus qu'un rallye, c'est une odyssée. Sabine comprend immédiatement qu'il tient là une idée hors norme. Contrairement aux autres compétitions, le Dakar n'est pas réservé à une élite. On y croise des pilotes professionnels mais aussi des aventuriers anonymes. Médecins, étudiants, ouvriers, aristocrates, tous unis par la même soif d'évasion. Cette diversité devient la marque de fabrique du rallye. Chaque participant, qu'il franchisse la ligne d'arrivée ou abandonne en route, écrit une page de la légende. Année après année, le Dakar grandit. Le nombre d'inscrits explose, la couverture médiatique s'intensifie, les sponsors affluent. L'événement devient planétaire. Les grandes marques automobiles et motocyclistes s'y engagent pour prouver la robustesse de leurs machines. Les pilotes, eux, viennent chercher la gloire ou simplement la confirmation qu'ils peuvent repousser leurs propres limites. Thierry Sabine, au centre de ce tourbillon, veille sur tout. Il est partout à la fois. Stratège logistique, animateur charismatique, sauveteur infatigable. On le voit atterrir en hélicoptère pour secourir un concurrent en détresse, puis le soir haranguer la foule avec sa voix grave et chaleureuse. Son visage bronzé, ses lunettes de soleil, sa silhouette énergique deviennent indissociables du Dakar. Les journalistes le surnommant le seigneur du désert. Mais derrière l'aventure spectaculaire, Sabine impose aussi une philosophie. Il répète sans cesse que le Dakar n'est pas seulement une course, mais une quête intérieure. Loin des stades et des circuits, il veut offrir aux participants une expérience brute, sans artifice, où l'homme et la machine affrontent la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage. Le Dakar, disait-il, ce n'est pas l'exploit de quelques-uns, c'est le rêve de tous. Cette vision séduit bien au-delà de la France. Rapidement, l'épreuve devient un mythe international. Des pilotes italiens, espagnols, allemands, japonais rejoignent l'aventure. La presse étrangère relaie les exploits et les drames. Car le Dakar, c'est aussi le danger. Abandon massif, accidents, parfois mort tragique. Mais loin de ternir l'épreuve, ces risques renforcent son aura. Participer au Dakar, c'est accepter de mettre sa vie entre parenthèses, de frôler ses limites. Au début des années 1980, le Paris-Dakar s'impose comme l'une des plus grandes compétitions sportives mondiales. Pour la jeunesse, il symbolise la liberté absolue.
Pour les constructeurs, c'est un laboratoire de technologie. Pour les spectateurs, une source inépuisable de récits épiques. Et pour tous, le nom de Thierry Sabine est devenu indissociable de cette épopée. Ainsi, en l'espace de quelques années, le rêve d'un homme perdu dans le désert s'est transformé en légende vivante. Le Paris-Dakar n'est plus seulement une course, il est devenu une métaphore de l'aventure humaine. Et à chaque étape, chaque bivouac, chaque dune franchie, on retrouve la marque indélébile de son créateur, Thierry Sabine. Pour comprendre la fascination que suscitait Thierry Sabine, il faut dépasser l'image du simple organisateur de rallye. Certes, il était un homme du danger, passionné de vitesse et d'aventure extrême. Mais derrière cette apparence de casse-cou se cachait aussi un profond humanisme. C'est précisément ce mélange qui faisait de lui une figure si singulière, respectée et aimée. Sur le Dakar, Sabine n'était jamais un directeur distant. Il vivait la course au plus près. Chaque jour, il prenait place dans son hélicoptère, non pas pour se protéger des difficultés, mais pour aller au-devant des concurrents, surveiller leur trajectoire, détecter les dangers. Il connaissait par cœur les pièges du désert et se sentait responsable de chaque participant. Quand un pilote disparaissait des radars ou tardait à arriver au bivouac, Sabine s'élançait lui-même pour partir à sa recherche. À plusieurs reprises, il sauva des vies en retrouvant des concurrents égarés, épuisés ou déshydratés. Ces gestes ne relevaient pas seulement de son rôle d'organisateur. Ils traduisaient une conviction intime. Personne ne devait être abandonné dans le désert. Pour lui, l'aventure avait un sens seulement si elle restait humaine. Le danger faisait partie du jeu, mais l'entraide et la solidarité en étaient l'âme véritable. Ce souci de l'autre forgea une immense loyauté chez les concurrents. Beaucoup disaient qu'il partait au Dakar autant pour la course que pour suivre Sabine. Dans ses discours, il revenait souvent sur cette philosophie. Le désert ne pardonne pas l'égoïsme, affirmait-il. Le Dakar, à ses yeux, devait être un lieu où les hommes s'affrontaient, certes, mais en conservant un respect mutuel, une fraternité forgée dans l'épreuve. De fait, sur les bivouacs, les pilotes partageaient leurs eaux, leurs vivres, leurs outils, et Sabine encourageait ces gestes, rappelant que la vraie victoire n'était pas seulement de franchir la ligne d'arrivée, mais de préserver la vie et la dignité de chacun. Son rapport au danger était paradoxal. Il l'aimait parce qu'il savait que le risque donne à l'existence une intensité unique, mais il ne l'idéalisait pas au point d'en oublier la valeur des vies humaines. Son obsession de la sécurité, dans la mesure du possible, était constante. Mise en place d'équipes médicales, d'hélicoptères de surveillance, de systèmes de localisation rudimentaires pour l'époque. Beaucoup estimaient que, sans son engagement personnel, le Dakar aurait sombré dans le chaos. Sabine, c'était aussi un conteur. Chaque soir, il galvanisait les participants et captivait les journalistes. Sa voix grave, ses formules percutantes, son charisme magnétique donnaient à chaque étape l'allure d'une épopée. Il savait transformer les incidents en récits, les souffrances en légendes. Ainsi, il ne construisait pas seulement une course, il bâtissait une mythologie moderne où chacun pouvait rêver de devenir héros. Mais ce qui le rendait vraiment unique, c'était sa capacité à incarner deux dimensions apparemment opposées. D'un côté, l'homme du danger, fasciné par la vitesse, par le sable, par la possibilité de tout perdre en un instant. De l'autre, l'homme de cœur, protecteur des concurrents, attentif à leur sort, profondément convaincu que l'aventure n'avait de valeur que si elle restait humaine. C'est cette dualité qui fit de lui bien plus qu'un directeur de rallye, un symbole. Au fil des années, Sabine s'imposa comme un repère moral et spirituel pour le Dakar. Sa présence rassurait, son énergie motivait, son regard sévère mais bienveillant inspirait le respect. Les pilotes savaient qu'ils pouvaient compter sur lui, et dans les yeux du grand public, il représentait cette figure rare, celle d'un aventurier capable d'embrasser le danger sans jamais oublier l'humanité. C'est ainsi qu'avant même sa disparition tragique, Thierry Sabine avait déjà franchi un pas vers l'éternité. Car, au-delà des dunes et des moteurs, il incarnait une idée intemporelle, celle que l'aventure véritable est toujours un mélange de courage, de fraternité et de rêve. Le 14 janvier 1986 reste gravé comme une date sombre dans l'histoire du sport et de l'aventure. Ce jour-là, le rallye Paris-Dakar, alors en pleine gloire, perd son fondateur et âme spirituelle, Thierry Sabine. L'hélicoptère qui le transporte avec 4 autres personnes, le chanteur Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Audan, le technicien Jean-Paul Le Fur et le pilote François-Xavier Bagnou, s'écrase près de Gourma-Rousse, au Mali,
au cœur d'une tempête de sable. Les 5 passagers meurent sur le coup. La nouvelle fait l'effet d'une onde de choc. En France, c'est la stupeur. Le pays découvre au matin la disparition de 2 figures emblématiques, un chanteur populaire et un aventurier visionnaire. Les journaux parlent d'une nuit tragique du Dakar. Sur les chaînes de télévision, les images de Sabine au milieu du désert, micro à la main ou lunettes de soleil sur le visage, défilent en boucle. Les radios diffusent les chansons de Balavoine. L'émotion est immense, car ce drame réunit 2 univers, le sport et la musique, dans une même tragédie. Pour le monde du sport mécanique, c'est un séisme. Beaucoup se demandent si le Dakar pourra survivre sans celui qui en était l'incarnation. Depuis 1979, Sabine ne s'était pas contenté d'organiser une course. Il avait insufflé une vision, une philosophie. Perdre Sabine, c'était perdre le cœur même du rallye. Pendant plusieurs jours, l'incertitude plane. Faut-il continuer ou arrêter ? Finalement, ses proches et collaborateurs décident de poursuivre l'aventure, convaincus que c'est ce qu'il aurait voulu. Le Dakar doit vivre, déclare alors l'entourage. Au-delà du sport, la mort de Thierry Sabine symbolise aussi la fragilité de l'aventure. L'homme qui avait fait du désert un terrain de jeu extraordinaire y a trouvé sa tombe. Pour certains, c'est une ironie tragique. Celui qui avait sauvé tant de vies, celui qui avait su transformer un naufrage personnel en épopée collective, disparaît victime de la violence des éléments. Pour d'autres, c'est une forme de cohérence. Sabine est mort là où il avait choisi de vivre, dans le désert, au milieu de son rêve. Mais très vite, au lieu de ternir sa mémoire, cette fin brutale l'élève au rang de légende. Son nom devient indissociable du Paris-Dakar, au point que, pour beaucoup, il demeure encore aujourd'hui le vrai visage du rallye. Chaque édition qui suit porte l'empreinte de son fondateur. Sur les bivouacs, dans les récits des vétérans, on évoque toujours Thierry, son énergie, ses colères, son sourire, sa présence. Un lieu en particulier est devenu symbole de sa mémoire. Un arbre isolé dans le désert malien, près du site du crash, baptisé l'arbre de Thierry Sabine. C'est là que ses cendres ont été dispersées. Depuis, ce point perdu dans l'immensité est devenu un lieu de pèlerinage pour les passionnés, un repère géographique et émotionnel. À chaque passage, les concurrents du Dakar savent qu'ils roulent dans l'ombre de celui qui a rendu cette aventure possible. L'héritage de Sabine se mesure aussi à l'impact culturel du Dakar. L'épreuve est devenue, au fil des décennies, bien plus qu'un rallye. Elle a inspiré des documentaires, des récits littéraires, des films. Elle a nourri l'imaginaire collectif d'images de liberté absolue et de dépassement. Elle a aussi suscité des débats sur la sécurité, sur l'impact environnemental, sur la relation entre l'Occident et l'Afrique. Mais derrière chaque critique, le nom de Thierry Sabine réapparaît, comme pour rappeler que tout a commencé par la vision d'un homme. En 1987, pour la première édition après sa mort, le Dakar s'ouvre avec une émotion palpable. Les concurrents, en se lançant sur les pistes, savent qu'ils écrivent la suite d'une histoire commencée par Sabine. À la télévision, les commentateurs évoquent constamment sa mémoire. Pour beaucoup, il est devenu une figure comparable à un saint laïque, un aventurier qui a donné un sens nouveau au mot « épopée ». Plus de 30 ans après, l'aura de Thierry Sabine ne s'est pas éteinte. Même si le Dakar a changé de continent et de format, quittant l'Afrique pour l'Amérique du Sud, puis l'Arabie Saoudite, son esprit originel reste lié à l'image de son créateur. Chaque fois que l'on parle de dunes, de moteurs rugissants, de solidarité dans l'épreuve, c'est son nom qui résonne. En définitive, Thierry Sabine a laissé derrière lui plus qu'une course. Il a laissé une manière de concevoir l'aventure, non comme une fuite en avant, mais comme une rencontre avec soi-même et avec les autres. Dans son credo, un défi pour ceux qui partent, un rêve pour ceux qui restent, se condense toute sa philosophie. Le 14 janvier 1986, le désert a pris la vie de Sabine. Mais il n'a pas tué son rêve. Au contraire, il l'a figé dans l'éternité. Désormais, Thierry Sabine n'est plus seulement l'homme d'une course. Il est l'incarnation d'un idéal, celui de l'aventure partagée, du courage face à l'inconnu, de l'humanité au cœur du danger.